Alors, moi, j'ai interprété le sujet comme traitant de la mondialisation, quand même. Il y a deux pôles, il y a la mondialisée et les marchandisés. Bon. Alors, je vais commencer par une anecdote. Je ne citerai pas de nom. Bon, on a eu une réunion dans les atterrés, on a parlé de ces questions-là. Deux atterrés fort connus qui disent faut démondialiser, enfin, il faut la mondialisation culturelle et pas la mondialisation économique. Ah, et moi et quelques autres, on dit, mais par exemple, pour soigner les gens, pour les médicaments, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'économie, c'est de la culture, les brevets, les recherches, c'est de l'économie, c'est de la culture, qu'est-ce qu'on fait? On fait payer, machin. Bon. Il y a un vrai enjeu d'une autre mondialisation, hein, qui est en lien avec une démarchandisation, bien sûr. Et le cœur, je vais essayer d'avancer dessus, pardon, j'ai l'habitude des amphis sans micro dans ma formation. Le cœur, c'est sortir d'une mondialisation où le but c'est faire de l'argent, utiliser l'argent pour faire de l'argent. C'est pas seulement le marché au sens de circulation des biens, mais de l'argent qui sert à faire plus d'argent. Vous savez, le A qui cherche son A' égale A plus delta A de Marx. Et on est dedans. Et donc la logique de la rentabilité, comment en sortir? Tout en gardant, le but n'est pas l'appauvrissement. Le but est les gâchis, l'excès. Je ne suis pas d'accord sur le but, ce serait l'appauvrissement. Mais garder les avances, le financement, la mobilité et la maîtrise, surtout, entre faire plus et faire autrement. Alors, ça veut dire qu'il faut... Il y a une grande question de développement des biens communs ou de biens qui doivent devenir communs dans le monde. D'institutions publiques nouvelles, de traités internationaux. On ne peut pas passer à côté des questions des traités internationaux avec les grandes questions de l'argent et des entreprises, notamment les firmes multinationales dont vous avez parlé. Et je crois que, et c'est implicite dans l'intervention qui m'a aussi précédé, les règles, et le changement des règles sont déterminantes, pas seulement des ajouts ou des critères, repérer ce qui se fait, mais il faut savoir ce qu'on vise, sinon le chemin est tout, on ne sait plus où est le but. Et il y a des citations de la gauche allemande là-dessus que je tairai. Donc les règles, les financements, les buts. Et on a une difficulté à gauche, c'est traiter la transformation nationale et la transformation internationale avec ces deux crans, européen et mondial. Parce qu'européen, on ne sait pas, c'est à la fois national et international. Donc je vais essayer de donner des éléments sur comment on peut faire quand même. Et je pense que c'est un défi à gauche fondamental qu'en partie 82, la gauche dès 80 quand elle arrive, déjà en 82, un de ses points obscurs majeurs, aveugles majeurs, c'est cette question de la mondialisation. J'étaye pas ma remarque, sinon on n'a pas fini. Donc un peu d'analyse économique. La mondialisation actuelle du point de vue économique, je pense qu'elle est le produit, pour simplifier, de deux choses, la crise de suraccumulation qu'on a et la révolution technologique informationnelle. Et donc ça nous donne une croissance financière exacerbée, comme jamais, et une mondialisation d'un type partiellement récurrent et partiellement nouveau. Nouveau, alors il y a toutes les révolutions qui unifient l'humanité. Et c'est aussi ça la mondialisation. L'écologie, où l'être humain a une action sur la planète dans son entièreté, ou sur sa niche écologique dans son entièreté. Et elle peut s'élargir, cette niche, au-delà de la planète, je pense. Après-demain. De la monnaie, libérée progressivement de l'or, relique barbare, dont Keynes disait l'or, cette relique barbare. La révolution de la maîtrise démographique aussi, avec toutes les circulations, les vieillissements, tout ça, c'est des questions mondiales. Et la révolution informationnelle. Je vais me concentrer un petit peu sur la révolution informationnelle, dont la révolution numérique est un élément de la phase actuelle, et la définir un peu. Parce que la révolution informationnelle, elle a des implications très fortes sur les multinationales. Ce qui caractérise les nouvelles technologies, c'est le remplacement de certaines activités du cerveau humain par des machines qui vont traiter les informations, qui vont les transformer, qui vont créer même des informations ou qui vont transmettre les informations. Donc c'est l'information qui est au cœur
des transformations technologiques en cours. Et ça s'oppose au principe des technologies héritées de la révolution industrielle avec ses différentes phases. Bien sûr, dans les deux cas, on remplace les hommes par des machines, et les femmes aussi. Mais il y a quelque chose de nature différente. Dans la révolution industrielle, on remplace la main maniant l'outil par une machine maniant l'outil, la machine-outil. Or, une machine, elle est ici ou elle est là, elle est en France ou au Brésil, pour fabriquer du pneu, par exemple, comme un produit matériel. Je l'ai, vous ne l'avez pas, si je vous le donne, je ne l'ai plus. Mais elle ne peut pas être dans deux endroits à la fois. Ou alors, pour l'avoir dans deux endroits à la fois, il faut la produire deux fois, la reproduire, et c'est un coût important. Une information, elle peut être simultanément ici ou là, et à un coût de plus en plus négligeable, si on veut. Pour peu qu'existe une culture suffisante, voire commune, entre les personnes impliquées, on va simplifier, des connaissances et un réseau aussi. Car la technologie, ce n'est pas seulement des objets comme les ordinateurs, c'est aussi une culture. Et cette possibilité de partage à l'échelle du monde entier est à la base du développement nouveau des multinationales et de nouveaux types de firmes multinationales. Par exemple, le coût de mise au point d'une information qui peut être très élevé, on pense aux dépenses de recherche-développement pour élaborer des connaissances, une fois que c'est mis au point, il peut être étalé sans coût supplémentaire sur une très grande échelle dans le réseau des filiales du multinational du monde entier, comme un coût fixe, une fois que c'est fait. Et donc c'est une nouvelle incitation à baisser les coûts par le partage le plus large. Et on le fait de façon pervertie ou tordue, en passant de monopoles nationaux, monopoles publics nationaux, à des privatisations internationales, mais qui en partie élargissent la contradiction. Et cette nouveauté de la technologie, son lien avec les coûts aussi, n'est pas vue par toutes les analyses dominantes, standards, économiques. Et elle n'est pas suffisamment poussée par les analyses hétérodoxes où la technologie, elle vient de raccro. Parce que c'est bien les distinctions entre les types de facteurs travail et capital qui va permettre de comprendre les choses. Je peux donner un exemple, pensons à la formule chimique à la base d'un médicament. Doliprane si on veut, ou autre chose. Une formule chimique à la base d'un médicament, une fois mise au point, elle constitue de l'information qui peut être immédiatement partagée dans le réseau. Et cette information, c'est différent de la forme brevet, dans laquelle elle peut être englobée, ou de la forme titre financier, droit de propriété intellectuelle et rémunération. Donc, il y a tout un ensemble d'institutions qui vont faire de la prédation financière. Et on ne peut pas dire, ça c'est du partage, donc formidable, tout le reste c'est du partage. S'il y a contrôle financier dessus, il y a une vraie contradiction et un vrai combat réel dans lequel la politique doit, ou pas, s'insérer. Et même, on peut voir les choses d'un point de vue encore plus anthropologique. Restons sur le médicament. Si on considère le passage des spécifications techniques pour faire le médicament à un programme qui va les implanter en quelque sorte dans des machines-outils, et donc le programme, d'une certaine façon, peut actionner les machines-outils directement, il peut être assez directement opérationnel et permettre de produire le nouveau médicament. L'information est donc séparée des êtres humains, articulée aux machines de façon nouvelle. Donc il y a quelque chose de très nouveau. Outre le partage, les autres caractéristiques de cette révolution technologique sont, deuxièmement, que les activités liées à l'information, comme la recherche, mais aussi la formation, deviennent de plus en plus importantes et pourraient tendre à prédominer, et les capacités humaines deviennent décisives, alors qu'on hérite d'une société où, finalement, c'est en développant le capital et les machines qu'on a réussi à faire l'ensemble, et pousse une autre logique. Troisièmement, se développe une nouvelle association ou dissociation entre information, être humain et machine, comme je l'ai dit avec le programme qui agit en quelque sorte sur la machine et qui est séparé de l'être humain. Quatrièmement, le partage. L'information ne s'use pas par son utilisation, elle ne s'use pas quand on s'en sert, ce qui est très différent d'un équipement industriel. Plus elle est partagée et plus elle peut se développer même. Donc l'enjeu de développement des biens communs, c'est un enjeu multiplié d'efficacité. C'est très différent de la théorie des produits matériels ou même la notion de bien public, qui ne voit pas que le partage du bien va permettre son développement, et qui voit les choses comme un stock, ou pour les ressources aussi. Et ça n'évacue pas du tout les êtres humains, mais leur confère un tout autre rôle, en tendance, en potentiel bien sûr, la réalité est beaucoup plus mêlée. L'autre rôle, c'est élaborer, développer les informations, leur donner un sens. Par exemple,
dans le cas du programme et de la formule chimique, c'est les êtres humains qui élaborent le programme, en partie. Il y a aussi des façons automatiques de faire des programmes, et qui élaborent la formule chimique par leur recherche. Voilà. Et enfin, il faut ajouter le caractère de plus en plus décisif des dépenses pour les capacités humaines et pour la formation, qui s'oppose de fait aux biais hérités du système, où on a des biais partout, dans toutes les institutions, dans les critères, dans la culture, dans tout, en faveur des dépenses pour les machines et le capital, c'est-à-dire avec toute la régulation capitaliste par le taux de profit et l'accumulation du capital. On ne peut pas contourner cette question. Sur le fond, c'est très déstabilisant cette révolution informationnelle parce que ça remet en cause, excusez-moi de faire un petit peu d'économie, Ricardo, par exemple, et les théories dominantes du commerce extérieur. Qu'est-ce que c'est Ricardo? Ça ressemble au socialisme dans un seul pays, Ricardo, pour faire de l'humour. Pour Ricardo, c'est un facteur dans un pays. Vous avez du capital et du travail. Le capital qui est dans une partie. Pour faire des choses, il y a du capital dans un pays, du travail dans un pays. Et puis une multinationale a aussi un peu de capital dans un autre pays, un peu de travail dans un autre pays. Du capital, voilà, vous avez K1, K2, K3, le capital, L1, L2, L3, le travail, par exemple. Mais là, vous avez un facteur global qui est l'information, qui n'est pas dans un seul pays, qui est dans plusieurs pays à la fois. Et qui va déstabiliser d'ailleurs la vision des coûts. Parce que je vais dépenser les coûts de recherche ici, et l'efficacité, elle va être là-bas, en Chine ou ailleurs. Hein? Et donc, ça c'est très nouveau. Et donc, on a des transferts d'efficacité très forts. Et des visions partielles quand on reste par pays. Et ça, c'est déstabilisant pour la gauche. Et ça permet aux multinationales d'opposer effectivement par exemple, les travailleurs des différents pays avec un coût global dans un endroit, et on va opposer. Donc la multinationale va chercher à monopoliser les informations, les traiter sous forme de brevets avec des titres financiers, les valoriser comme du capital, et il va falloir valoriser ensuite ce capital et pouvoir accumuler à partir de cette chose qui se partage. Alors que de l'autre côté, en réalité, cette information, ce qui pousse, c'est son partage et ses transferts. Et il faut analyser, l'échange est toujours marchand. L'échange marchand, ça n'existe... Enfin, c'est un pléonasme. Hein? Parce que, qu'est-ce que c'est l'échange? C'est en contrepartie, je veux la même chose. Reste à définir ce qu'on appelle la même chose. Je veux un équivalent. Alors que le transfert, en contrepartie, je ne veux pas la même chose, il y a autre chose. Je cède, ou on partage l'usage. C'est très différent. Hein? L'échange, c'est la cession d'une marchandise A contre une marchandise B. Je ne l'ai plus, j'ai plus son usage. Le partage, je reçois quelque chose, mais j'ai encore l'usage, ou on va partager l'usage. Donc c'est très différent. Mais ça demande un ensemble de règles nouveaux. Et si on regarde les multinationales en particulier, en leur sein, elles sont dans cette contradiction. Parce que les multinationales développent une sorte de partage, mais au service de la rentabilité, donc du marché financier, donc du marché au carré, si on veut. Hein? Et en excluant. Et elles cherchent d'ailleurs des règles de partage. Le débat sur la fiscalité, il est en partie... il y a une vision conservatrice dans la fiscalité, paradis fiscaux, etc., qu'ils ont toujours fait, mais il y a aussi toute une vision de localisation des coûts et quels sont les bons coûts, et je ne sais pas, affecter les coûts à tel pays ou à tel autre quand je suis multinational. Et donc, il y en a besoin, quelles règles nous on va proposer en lien avec la fiscalité? Par exemple, si on dit, c'est le nombre de salariés ou les salariés avec leurs qualifications qui vont permettre de découper les revenus d'une multinationale entre les différents pays. Et donc le travail qui était totalement absent de l'intervention qui m'a précédé, il devient décisif, non pas pour s'y enfermer, mais comme un élément de transition fondamentale. Donc, une recherche de dépassement du marché, comment dire, englobée dans le marché au carré. Parce que c'est une question de coût commun que se posent les multinationales, et nous, ça devrait nous parler, les coûts communs. Mais les coûts communs à un monopole ou les coûts communs à toute l'humanité pour les biens communs, que ce soit la technologie ou autre. Et on voit bien, pour la COP21 par exemple, à quel point la question du partage des technologies avec les pays du Sud est un enjeu majeur. Majeur, commun, parce que de toute façon, s'ils ne vont pas partager, ils vont polluer, et c'est aussi sur nous que ça retombe d'une certaine façon. Hein, je simplifie. Et la pensée dominante n'est pas capable. Elle dit d'ailleurs, il n'y a pas de solution quand il y a plusieurs produits. Hein? On pourrait citer des prix Nobel néoclassiques qui disent, il n'y a pas de solution quand il y a plusieurs produits joints. Alors,
Mais tout ça est englobé dans la propriété et le contrôle. Alors, on a des biens qui tendent vers du commun, mais qui sont monopolisés. On a une poussée des transferts et du rôle des avances financières. Et on a un monopole maintenu sur les règles, sur les critères, qui est maintenu par le capital, à travers les firmes multinationales. Le partage, je reviens, les biens qui demandent à être communs, donc le partage porte une certaine efficacité, comme j'ai expliqué sur le fait de ces privatisations internationales, mais plombe le reste, car on rejette les autres, on exclut, et donne une efficacité insuffisante, parce que tout le monde ne va pas contribuer au développement des biens communs et des connaissances. Et les communs non marchands sont sans cesse dans une menace de prédation par le capital financier et de monopole par des détenteurs d'informations ou des détenteurs monétaires. Donc, la question des transferts doivent être-ils dominés par des règles de rentabilité financière ou d'autres règles, elle me semble décisive pour la mondialisation et décisive pour les relations d'ailleurs internationales entre les pays. À l'inverse, ou plutôt en complémentarité, la question des biens communs et des services publics pour le développement des biens communs, et c'est le deuxième pied, en quelque sorte. Et entre les deux, on a les personnes, avec leur double aspect de travailleurs ou travailleuses potentielles, et de leur développement à eux, en tant que tels. Parce que travailleurs et travailleuses pour pousser les richesses, mais le but c'est le développement de soi. Donc je prends 4 petits exemples et je conclus. Très rapidement. TAFTA, le traité international de partenariat entre les États-Unis et l'Union européenne, qu'on est d'ailleurs en train d'examiner au Conseil, au CESE, au Conseil environnemental, économique, social et environnemental. Mais, donc, beaucoup de choses sont obscurcies sur ce traité. Si on prend les premières rédactions du traité, elles montrent une recherche là-dessus. Elles disent d'abord 4 points. Premier point, on va faire du commerce et de l'investissement. Et donc, il faut aussi produire les uns chez les autres. Parce que la mondialisation, c'est qu'on ne produit pas tout seul. En réalité, toutes les choses qu'on voit actuellement, aucune ne peut être quasiment produite toute seule. Donc, toutes les Robinsonades autour de l'individu qui produit tout seul, attention, pour les produits matériels et pour beaucoup de services, à mon avis, il faut réinterroger. Deuxième point, elle définit, les traités, maintenant ils ont obscurci les choses, définissent très précisément l'investisseur, et l'investisseur c'est le détenteur du capital, et ce qui compte pour lui, c'est la rémunération que reçoit ce capital. Ce n'est pas tous les effets du capital, donc ce n'est pas l'investissement socialement responsable, ce n'est pas les effets environnementaux, ce n'est pas la valeur ajoutée, même pas la valeur ajoutée, c'est son profit. Troisièmement, il y a toute une partie très développée sur les transferts, comment organiser et fluidifier tous ces transferts, c'est ça l'enjeu mondial. Et quatrièmement, un arbitrage par-dessus les États. Et voyez bien qu'il n'est pas seulement par-dessus les États, on a eu trop tendance, la gauche, à voir la structure État-monopole, c'est vrai. Mais l'arbitrage, il est vu au critère de est-ce que l'investisseur est spolié de son profit ou pas? Alors que, je vous le dis en forme de boutade, s'il y avait un arbitrage pour dire est-ce qu'on a vraiment développé les biens communs des deux côtés? Est-ce qu'on a vraiment développé l'emploi des deux côtés? Ça peut se discuter, ça peut être intéressant un arbitrage là-dessus, voir la forme. Et donc ça, c'est directement politique et ça interroge la gauche sur une façon ancienne de voir ça ou au contraire de voir les défis. Deuxièmement, la Banque Centrale Européenne. C'est crucial pour la mondialisation. Bon, c'est ce que j'ai fait cet après-midi, bien sûr, mais c'est crucial. Le rôle de la Banque Centrale Européenne pour les services publics ou pour les entreprises, en créant un fonds européen qui développe les services publics, comme on est certain à le proposer, en appuyant une autre relation entre banques et entreprises. Ça veut dire, ça pose à la fois des questions de démocratie pour la mondialisation, ça pose des questions de critères, où est-ce qu'on met des critères, dans quoi? Et le financement, les luttes sociales sont en train de voir que la monnaie et le financement, c'est bourré de critères. Il ne faut pas sous-estimer ce mouvement que j'appelle, dont je vous ai parlé, Money for People. Et troisièmement, ça pose la question, quelque peu un peu géostratégique, parce que je pense que ces questions sont difficilement posables à l'échelle d'un seul pays. Si elles sont posées au niveau de la BCE et de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a une surface plus grande qui permet qu'on s'épaule les uns les autres. La Grèce toute seule, c'est très difficile.
et donc d'une nouvelle internationalisation. Comment on fait pour développer cet ensemble? Alors, est-ce que, par exemple, ce nouveau type de financement des services publics et des entreprises avec des nouveaux critères qui correspondent à ce que devrait être l'économie sociale et solidaire, mais mettre l'argent dans l'économie sociale et solidaire en soi, ça ne va pas forcément développer les bonnes choses. Hein. D'après l'INSEE, on a fait un 4 pages, c'est le bureau juste de mon bureau, c'est 13% de l'emploi, y compris le crédit agricole. Le crédit agricole, il est mixte. Hein. Enfin, il est mixte, il est hybride. Et avec une domination des marchés financiers, c'est pas seulement hybride formidable. Bon. Même s'il y a des poches intéressantes. Donc, comment on développe des accords partiels entre pays pour pousser des choses? Comment on voit aussi que dans la mondialisation, elle fait venir le pouvoir des banques et des marchés financiers et pas le pouvoir d'État seulement. Que disent les Grecs? Ils disaient déjà avant, pour avoir le pouvoir, il faut conquérir le gouvernement, le pouvoir d'État. Mais est-ce qu'on a le pouvoir d'État une fois qu'on a ça? C'est pas sûr, on a les banques en face. Et là, ils le disent plus fort. Troisièmement, le FMI, c'est une question majeure pour la gestion des biens publics mondiaux. Et pour leur gestion, ça veut dire développement des ressources. Les ressources, c'est vivant, c'est pas un stock qui reste, puis on le met à la cave, et ça marche comme ça. Regardez la forêt russe, quand on ne l'a pas entretenue, elle s'est mise à brûler. Donc ça demande des avances, des dépenses, des gens qui vivent, donc c'est un lien avec l'argent. Et cette grande question politique de dire les objectifs sociaux pour le cœur, entre guillemets, c'est lié à l'argent, ça ne doit pas être découplé, c'est fondamental. Donc c'est un grand enjeu dans les relations internationales par rapport au dollar. Le FMI pourrait sortir de cette monnaie unique du dollar qui sert d'attracteur et qui va attirer tous les capitaux finalement pour aller dominer le reste du monde et marchandiser le reste du monde. Donc si on veut démarchandiser, il y a cette question du dollar et du FMI, mais aussi pour développer les biens communs. Dans la COP 21, dans tout ça, on n'a pas mis le FMI, on a mis un fonds avec très peu. Enfin, on a évoqué un fonds avec très peu. Mais le FMI, que fait le FMI là-dedans? Et pourquoi il est à côté de l'ONU et séparé de l'ONU? C'est une grande question. Y compris, donc pour développer les biens communs dans les pays, à la fois environnement et technologie. Et ce n'est pas gratuit le partage technologique. Le ministère du Développement durable, où nous avons travaillé l'un et l'autre dans des endroits différents, moi j'étais au transport, pendant des années, dans les années 50-60, il avait développé, alors sur des choses effectivement que toi et moi je pense on critiquera, sur la route, beaucoup d'emplois publics pour partager la technologie sur comment couvrir la France de route et de béton. Mais les gens expliquent, ça demande, c'est coûteux, c'est du temps, les transferts technologiques, c'est pas rien, c'est pas de l'air du temps. Donc, et deuxièmement, c'est un grand enjeu démocratique, c'est un grand enjeu politique et géostratégique. Parce que les BRICS, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas les arracher à une tendance, à une sorte de collaboration avec le capital financier, y compris la Chine? Et dire, on a une domination commune, marchandisation commune, domination par le capital financier. Et enfin, la question protection versus protectionnisme. Alors bien sûr, on raconte que, soi-disant, ce serait le protectionnisme qui aurait causé la crise des années 30, certains, et puis c'est le libre-échangisme qui aurait fait la sortie de crise. Bien sûr, là, c'est l'inverse. C'est le développement, justement, de logiques qui sortent de la rentabilité financière avec de nouveaux pouvoirs des institutions, que ce soit la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les banques nationalisées un peu partout, les entreprises publiques, qui cherchent à sortir de la rentabilité financière et qui vont pousser les capacités des pays. C'est ça. Mais est-ce qu'il suffit de dire on va se protéger des autres pays, point, et mettre des taxes sur le commerce? Ce serait très hypocrite et ça rejetterait les pays. Ça, c'est une question pour la gauche. Est-ce qu'il ne faut pas parler des protections sociales et pas nationales, et donc les orienter? Et pour les orienter, il y a la question de l'investissement. Et on a parlé d'investissement socialement responsable. On ne passe pas seulement dire Inch'Allah, il faudrait que ce soit bien. Est-ce que la puissance publique, elle doit pousser aussi des types d'investissement? Il y a l'AFD, par exemple, il y a les banques publiques, il pourrait y avoir des réseaux de banques publiques en Europe, poussant d'autres investissements en disant nous, on va faire des investissements de rattrapage social au sud ou écologique au sud. Éventuellement, on va les faire à 0%, pas cher, on va vous appuyer si vous faites ça, et on va le financer par des taxes, effectivement, sur les mauvais échanges ou sur les mauvais produits. Donc, toute une logique très importante qu'il nous faut, avec des institutions publiques,
le lien entre l'argent et tous les critères, tous les biens communs, me semble fondamental. Et bien sûr, en réalité, il y a la question, on ne doit pas traiter au même niveau les différents marchés, celui des produits, celui du travail, celui de produits, travail et monnaie-finance. Ce n'est pas le même type de marché. Il y a un problème de vraiment prise de contrôle et transformation profonde du marché monétaire et financier. Il y a un dépassement du marché du travail en organisant les transitions, non pas par le marché ou par la domination patronale, ce serait le capital, mais de toute autre façon. Et pour le marché des produits, il y a le besoin d'autres critères, mais l'organisation de la circulation par le marché est peut-être encore des beaux jours. Et entre les deux, les services, effectivement, qui demandent d'autres critères, eux aussi, mais plutôt des critères d'efficience, et pas exactement des critères marchands. Voilà, excuse-moi d'avoir dépassé de 2 minutes.